Et nous commençons donc avec Patrimoine Passion, comme tous les mardis. Une question aujourd'hui, les montres de collection stars, les montres stars de collection plutôt, ont-elles toujours la cote? Une question que nous allons poser à Pascal Paul, CEO et fondateur de Chronos 360, qui nous fait le plaisir d'être aujourd'hui avec nous sur Smart Patrimoine. Bonjour Nicolas. Pascal Paul. Bonjour Nicolas, merci. Bienvenue sur le plateau. Alors, on se connaît, vous êtes déjà venu plusieurs fois sur le plateau de Smart Patrimoine. C'était généralement pour nous annoncer un marché qui était florissant, dynamique en matière de montres de collection. On voit quand même là depuis quelques semaines que certaines montres voient leur cote reculer, qu'il y a peut-être un petit peu moins d'investisseurs sur le marché. Est-ce que c'est ce que vous constatez aussi chez Chronos 360 ? Tout à fait, c'est ce qu'on a constaté sur la plateforme. D'ailleurs, c'est un constat qui est fait depuis déjà maintenant, 6 ou 7 mois. Oui, je disais quelques semaines, c'est quelques mois même. Quelques mois, on l'a vu arriver. Et puis pour nous, c'était pas vraiment une grosse surprise. Parce qu'en fait, il y avait une espèce de prime à la disponibilité que les investisseurs étaient prêts à payer pour certains modèles stars, best-sellers qui existent au catalogue des marques et sur lequel tout le monde investissait pour pouvoir avoir un retour, un gain rapide à la revente. D'accord. Et aujourd'hui, cette prime à la disponibilité, elle a disparu. Elle est en baisse. Donc du coup, les prix des mots de ces montres qui avaient explosé. En gros, ça avait pris 200% en à peine 12 mois. D'accord. Donc toutes ces pièces-là sont maintenant, il y a une espèce de correction de marché qui se fait. Et ça veut dire quoi? Il y a eu une bulle sur quelques modèles stars, un peu des montres de collection, c'est ça? Tout à fait. Il y a une bulle, c'est un peu comme l'arbre qui cache la forêt, parce que quand vous isolez ces trois pièces, vous avez un marché qui reste somme toute en croissance de plus de 15% par an. Mais il y avait une bulle sur ces trois modèles. Alors je peux les citer. Bien sûr, ouais. Tous les gens qui s'intéressent aux montres les connaissent. On parle de la Rolex Daytona, qui est évidemment un modèle mythique. Vous avez aussi la Patek Philippe Nautilus sur différentes versions. Et il y a aussi la Audemars Piguet Royal Oak, qui sont les trois pièces on va dire stars de ce marché, qui ont tiré le marché, qui ont fait l'objet d'une bulle, parce que je pense qu'il y avait une forme d'afflux de liquidité. D'accord, que vous avez vu également sur le marché des montres de collection. Exactement. Cet afflux de liquidité, tout le monde sait qu'il y avait une politique accommodante avec une planche à billets qui tournait, des taux négatifs. Enfin, voilà, il y avait de l'argent et des personnes qui n'étaient pas nécessairement des gros investisseurs ou des anciens investisseurs des montres sont arrivés sur ce marché et étaient prêts à payer très cher pour des produits qu'ils n'arrivaient pas à trouver en boutique. Parce qu'ils savaient qu'il y avait un retour d'investissement rapide. Ça a créé une forme de bulle. Et cette bulle, ça a duré 12-24 mois. Et puis aujourd'hui, il y a une forme de correction naturelle qui se fait sur un marché qui redevient, on va dire, un peu plus sain pour ceux qui s'y intéressent. Donc on était presque sur de la spéculation, c'est-à-dire qu'en fait, ils achetaient des montres pour ne pas les porter, mais pour le revendre 3 mois plus tard. Et ça a duré 7-8 mois. Et puis en fait, au bout d'un prix atteint maximum, là maintenant, ça dégonfle, c'est ça? Alors comme toute bulle, évidemment, il y a certes ceux qui ont acheté en dernier. Bien sûr, il y a des gagnants et des perdants, bien sûr. Vous morflez un peu, mais foncièrement, oui, il y avait une espèce de course en avant où, sur ces trois modèles où ça prenait, c'était hallucinant. C'est-à-dire du jour au lendemain, vous avez une montre qui valait 80 000 €, vous veniez 3 jours après, elle se vendait 100 000 €. D'accord. C'est juste incroyable. C'est des pièces qui se vendent entre 20 et 30 000 € en boutique et qui se vendaient en 7 à 10 fois le prix en seconde main. Voilà, on était purement sur une bulle. Par contre, ce que je veux dire aux investisseurs aujourd'hui, c'est ça. J'imagine qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Je ne vais pas plomber l'ambiance. Alors, juste avant de regarder, vous disiez c'est l'arbre qui cache la forêt. On va regarder la forêt, bien sûr. Juste avant, sur l'arbre en question, vous disiez que ça a pris 200% sur 12 mois. À partir du moment où la bulle a commencé à dégonfler, on a perdu combien sur ces trois modèles stars, par exemple? Aujourd'hui, on va dire on a perdu à peu près 120 à 130%. D'accord. Donc il y a une vraie correction. C'est-à-dire on est en train de revenir au prix qui était constaté avant le Covid. D'accord. Voilà. Donc au prix qui, selon vous, est le prix, qui est le prix normal pour ce type de pièces. Parce que nous, on a une analyse très simple, c'est Chronos 360 en tant que plateforme, c'est on regarde un peu le marché, on sait qu'une pièce qui est au catalogue, qui a un certain prix pratiqué par les marques, le prix seconde main, on va dire la prime à la disponibilité, elle est de 1,5 fois, voire 2 fois le prix catalogue. D'accord. Voilà. Ouais. Jusqu'à là, c'est chose raisonnable et après, vous avez la croissance du marché. Quand vous commencez à dépasser ce ratio, on arrive sur des choses qui sont, il y a une forme d'exubérance, quoi. Voilà. Alors, vous nous le disiez, c'est l'arbre qui cache la forêt, donc je vous pose la question, est-ce que la bulle se constate sur tout le marché des montres de collection? Absolument pas. Le marché est sain. D'ailleurs, quand vous regardez ce marché, moi j'ai fait l'analyse avant de venir, quand vous regardez ce marché, vous remontez 10 ans en arrière, vous auriez acheté n'importe quel modèle Rolex en 2012,
Aujourd'hui, elle aurait pris 150%. Sauf la Daytona, du coup. Ah non, même ça aurait marché aussi si avec 15 ans d'ancienneté, ouais, d'accord. Elle aurait pris 150%, quoi qu'il arrive. Donc aujourd'hui, vous êtes sur un marché qui prend 10 à 15% par an, qui est extrêmement stable, où il y a une forme de, comment dire, vous êtes sur un marché où la pénurie est malgré tout organisée par les marques. Hein. Bien sûr. Aujourd'hui, vous faites le test, vous allez chez Rolex, chez Patek ou Audemars, vous demandez acheter une montre, bon, ben, on va vous mettre sur liste d'attente. Donc il y a une forme d'organisation de pénurie, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir le produit qu'on veut. Donc foncièrement, on n'est pas du tout sur un marché qui est en train d'exploser, on est plutôt sur un marché qui se maintient et qui a une croissance, qui tient sa place de valeur refuge, comme je suis venu plusieurs fois le dire ici sur ce plateau. Donc ça garde sa place de valeur refuge et donc ça n'a pas, enfin je reviens sur ce sujet bulle, mais s'il y avait un afflux de liquidité, en fait ça a été mécaniquement sur 3 modèles et le reste des modèles qu'on peut trouver sur les différentes plateformes ou en boutique, donc quand on parle de montres de collection, hein, pas de montres de luxe, de montres de collection, là pour le coup on n'a pas vu une hausse des ventes particulière post-Covid notamment. Pas du tout, et en fait c'est simple à comprendre, c'est qu'à un moment cet afflux de liquidité est arrivé sur ce marché par des investisseurs qui ne sont pas des collectionneurs. Donc c'est vrai que quand vous voulez acheter une montre, si vous voulez acheter une montre vintage ou pré-collector qui n'est plus produite, il faut un minimum de connaissances pour avoir le bon produit, le trouver et puis être sûr qu'il soit authentique et tout ce qui va avec. Bien sûr. Acheter une montre moderne qui est encore au catalogue, c'est beaucoup plus simple. Elle sort de boutique, il y a les papiers, il y a la facture. C'est plus facile, c'est plus rassurant. Donc tout le monde allait mécaniquement sur ce type de produit, investissait sur ce type de produit. Et c'est d'où la bulle qui s'est installée sur ce type de produit. Le reste du marché, aujourd'hui, on a un vrai regain sur le vintage, chose qu'on constate. D'accord. Voilà, il y a des modèles. Qu'est-ce qu'on appelle le vintage en monde de collection? Le vintage, c'est tout ce qui a plus de 25 ans, on va dire. Ouais. Et le néo-vintage, le pré-collector, c'est tout ce qui est arrêté de production. Et qui a moins de 25 ans. C'est des montres des années 2000, début 2010 et puis fin des années 90. Après, tout ce qui est avant des années 90, vous rentrez sur des pièces, on va dire, vintage, des pièces de collection où il y a très peu sur le marché, avec une valeur, une cote sûre, puisqu'il y a une rareté que le produit n'est plus fabriqué. Du coup, si on regarde la forêt et non pas l'arbre, mais l'arbre, du coup, est ce qui a le plus fait parler, et donc c'est là où les prix ont été les plus impressionnants. Est-ce qu'il y a, du coup, vous constatez potentiellement peut-être une petite frilosité à aller sur les montres de collection du fait de l'arbre? Oui, il y a une frilosité qui est assez importante aujourd'hui. Je peux vous citer 2-3 modèles qui en ce moment ont beaucoup la cote. Vous avez la Omega Speedmaster, par exemple, qui est un modèle iconique, qui est la montre qu'on appelle la Moonwatch, qui aujourd'hui prend entre 10 à 15%, a pris 12% de croissance depuis quelques mois. Il y a une vraie demande là-dessus. Vous avez les modèles vintage de Rolex, parce que Rolex a un catalogue très très large. Hein. Bien sûr. Donc je vous parlais de Daytona, mais vous avez des Submariner, les références 5513 ou 1680 sont des références qui marchent très très bien. Et puis vous avez des marques comme Tag Heuer avec la Monaco, vous avez aussi Breitling, la Navitimer, il y a pas mal de marques comme ça qui sont des modèles un peu iconiques, la Cartier-Tan, la Reverso de Gégère qui sont en train de reprendre du poil de la bête et puis qui sont restés stables, qui n'ont pas perdu qui n'ont pas eu de baisse sur leur valeur, qui montaient peut-être moins vite et qui aujourd'hui ont une croissance un petit peu plus forte. D'accord. Mais voilà, ce sont des modèles qui sont bien au rendez-vous et sur lesquels tout le marché est en train de se retourner. Et, on abandonne un peu les modèles stars pour aller vers... D'accord. Enfin, en tous les cas, on abandonne. On attend que les prix redeviennent c'est ça. un peu plus raisonnables pour pouvoir se repositionner, je pense. Voilà. Pascal Paul, combien de temps faut-il garder une montre de collection quand on se lance dans ce type d'achat? Alors effectivement, il y a différentes typologies d'acheteurs. J'imagine qu'il y a le passionné de montres qui veut la garder toute sa vie. Il y a celui qui en achètera qu'une seule et celui qui est peut-être plus dans une logique d'investissement. Mais du coup, combien de temps on garde une montre généralement? Écoutez, chez nous, on a constaté quand le taux de rotation, il est d'environ 18-24 mois. D'accord. Ah oui, c'est quand même assez court pour une montre. Quand quelqu'un rentre sur le marché pour acheter un produit, il revend 2 ans après. Voilà. Là, c'est vraiment pour ceux qui sont dans une logique j'achète pour revendre ou je fais une petite plus-value, mais ça me permet d'acheter un produit, on va dire, d'une gamme plus élevée pour pouvoir constituer une collection un peu plus cousue. Après, tout ça dépend de la typologie des investisseurs. Vous avez des personnes qui achètent, qui ne revendent jamais. D'accord. Voilà, qui constituent une collection parce que c'est leur passion, parce qu'ils veulent constituer un patrimoine qui sera légué à leur famille, à leurs enfants. Donc voilà. Et puis il y en a d'autres qui sont plutôt dans une logique, je prends une pièce, je la porte, elle me fatigue, j'en prends une autre, j'en ai plusieurs. Enfin voilà. Donc je pense que la typologie d'investisseurs joue beaucoup. Mais on est on va dire en 18-24 mois, c'est vraiment le timing où on peut acheter une montre, faire une plus-value raisonnable et remettre en vente pour acheter autre chose. Une dernière question, parce que c'est vrai que quand on évoque le sujet des montres de collection, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent
volume quand même. On parle de Rolex, de Patek Philippe, Audemars Piguet ou encore Tag Heuer. On peut envisager demain voir des nouveaux noms, des nouveaux noms arriver dans les mondes de collection. C'est envisageable? Bien sûr, il y en a eu. Vous avez Richard Mille, évidemment, que tout le monde connaît, mais qui est une marque à 20 ans. Voilà, donc dans le monde de l'horlogerie, vous avez bien sûr, ouais, c'est très jeune. C'est bien sûr. très jeune. Vous avez une marque française qui s'appelle FP Journe, François-Paul Journe, qui est une marque qui est très connue des initiés, qui est une marque à une trentaine d'années et qui a explosé aussi, qui a une cote extrêmement importante. Voilà. Après, vous avez des marques comme Vacheron Constantin, vous avez des marques comme Languezone, comme Breguet, qui sont des marques connues, mais avec des volumes de fabrication de moins de 2000 pièces par an. Donc, voilà, on n'est pas du tout sur du volume grand public. D'accord. Mais donc, ça crée un peu l'effet rareté dont vous nous parliez tout à l'heure, qui était auto-créé par les marques. Exactement. Eh ben, on finira là-dessus, Pascal Paul. Merci beaucoup d'être venu nous décrypter un petit peu ce marché des montres de collection. Donc, merci. Je rappelle que vous êtes CEO et fondateur de Chronos 360. Merci beaucoup. Merci de l'invitation, Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.